Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être invité, même d'être reçu par Nicolas Galitain, formateur à l'école du recrutement, historiquement son premier salarié, on y reviendra. Tout à fait. Producteur de contenu RH et auteur de son 3e livre, un écrivain prolixe, le recrutement ne s'improvise pas. Bien sûr, on va y revenir. Merci déjà Nicolas d'avoir accepté cette invitation et de me recevoir dans vos super bureaux. Pas loin du métro Poissonnière, c'est ça ? Exactement, près de Gare de l'Est, pour ceux qui connaissent. Ouais, franchement, top locaux. Des tables de folie, des chaises de dingo. Faut qu'on dise aux gens. Ouais, faut qu'on dise aux gens. En fait, je me suis assis sur la chaise et je l'ai craqué et je suis tombé. Voilà. Voilà comment on débute un podcast et comment on le recommence. Bon, alors bref, Nicolas, comment tu vas ? Ça va ? Ouais. À fond ? On est à fond. Bah, on a vu ça, ouais. Alors, je te propose de découper notre échange, alors, grosso modo, en 3 parties. Enfin, okay. On va faire ça, cool. Le livre en lui-même, en fait, pourquoi un bouquin ? Qu'est-ce qui t'est passé dans ta tête pour écrire ce livre. Ta vision du monde ensuite, on parlera un peu de ta vision du monde du recrutement d'aujourd'hui, dans les années à venir. En fait, toi, tes opinions en tout cas, comment tu vois les choses sur un certain nombre de points. Et puis j'ai quelques questions tradies que je pose à tous mes invités. Alors, particularité, j'ai demandé à ma communauté LinkedIn, et d'ailleurs je leur remercie de me proposer des questions. Donc je vais alterner entre mes questions, celles que j'ai préparées, et puis les questions des auditeurs, des auditrices de ce podcast, que je citerai d'ailleurs. Voilà. Alors, avant toute chose, c'est un peu basique sur un podcast, mais c'est important. J'aimerais bien revenir sur ton parcours. Quel est-il ? Et puis, rapidement, qu'est-ce que propose l'école du recrutement ? Ok, moi, mon parcours, à l'origine, je suis en école de commerce, je sais pas trop quoi faire. Et je parle avec une pote qui me parle d'un métier de chasseur de tête. Et je me dis, le nom, il est tellement stylé. Je me dis, mais c'est quoi, chasseur de tête ? Elle m'explique, etc. Et je lui dis, mais tu penses qu'avec le diplôme qu'on a, je peux le faire ? Elle dit, oui. Moi, j'ai fait la même école que moi. Elle avait fait un master ingénieur d'affaires, donc commercial. Ouais. Et elle me dit, moi, c'est comme ça que je suis devenu. Donc, je dis, banco, vas-y. Et je me rends compte aussi, parce que dans cette école, j'étais grave proche de l'incubateur de start-up, que toutes les startups se plaignaient de trouver des développeurs, d'avoir du mal à recruter des développeurs et développeuses. Elles s'en plaignent toujours. Mais c'était étonnant pour moi. Faut te dire, j'ai 23 ans, j'ai entendu parler de chômage toute ma vie, je comprends pas à l'époque. Tu dis, il y a X millions de personnes qui galèrent et toi tu m'expliques là, tu trouves personne. Quoi. Exactement. Je comprends pas ce concept. Maintenant, je le comprends très bien. Et donc, à l'époque, je lance un cabinet de recrutement spécialisé pour les entreprises qui cherchent des développeurs. D'accord. Des startups surtout. Et c'était ton cabinet à toi ? C'est mon cabinet, ouais. Ok. Et Nicolas Galitain Consulting 49ers, ça s'appelait à l'époque. C'est mieux. Mais je suis pas un très bon recruteur pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai un bon consultant parce que j'aimais pas trop le commercial. C'est con parce que c'était mon master à la base, ingénieur commercial, mais j'aime pas du tout le commercial. J'étais plus un sourceur. Ouais.
Ça se disait pas trop encore à l'époque, ça se conscientisait pas, il y avait pas trop de place, maintenant il y a déjà un peu plus de place, mais j'aimais pas trop l'entretien, parce que justement l'entretien, j'avais l'impression de faire au feeling, ce qui était le cas, et j'ai l'impression d'avoir la vie de quelqu'un entre mes mains, enfin la vie professionnelle, et je voyais pas sur quoi je me basais, donc j'étais très gêné sur la partie entretien. Là au sourcing, j'étais grave à l'aise, j'avais un blog qui s'appelait Les Sourceurs, et ce qui a fait que Laurent Brouat m'a repéré à l'époque et a fini par me dire vas-y viens me rejoindre. J'adorais ce blog moi quand je faisais du sourcing. Bah ouais. J'adorais le sourcing quand j'en faisais. Et plus maintenant mais ouais. Et donc Laurent finit par me proposer de revenir le rejoindre, j'hésite un petit peu puis au bout de 6 mois je le rejoins. Tu le connaissais Laurent avant Je le connaissais pas. Il avait son blog. Ouais, voilà, mais pas plus que ça, quoi. Et j'ai vu qu'il parlait de sourcing et je lui ai demandé. En fait, il avait fait une petite erreur dans un article de. Enfin, il a pas fait une erreur, mais il y avait un lien qui marchait plus. Il montrait une requête de sourcing en vidéo et la vidéo marchait plus. Donc je l'ai contacté en commentaire du blog en disant salut, est-ce que vous pourriez remettre la vidéo? Merci monsieur. Voilà, merci monsieur. Et puis finalement, on a fini par prendre un café et de fil en aiguille, tu vois, les choses ont avancé. Et là, voilà, ça fait maintenant 10 ans que je suis à l'école du recrutement, enfin bientôt dans 6 mois. Je connaissais pas l'histoire de votre rencontre. Je connaissais pas l'histoire de votre rencontre. Si, on s'est rencontrés comme ça, on a pris un café, je lisais la bio de Steve Jobs, lui aussi, bref, on a sympathisé comme ça. Et on a commencé à la base à faire des bandes dessinées ensemble. Pour les gens qui ont connu, c'était les bandes dessinées sur RMS News, sur le recrutement. Exact. Et j'avais un pote qui faisait des dessins et moi je faisais des scénarios. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à bosser un peu avec Laurent. Et donc voilà, 10 ans plus tard, à la base, j'ai rejoint Laurent en me disant, j'ai ma première expérience entrepreneuriale était pas hyper réussie, j'avais plus d'argent personnel, je vais faire 1 ou 2 ans avec Laurent pour me refinancer puis relancer une boîte. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans et Laurent est parti avant moi. C'est était resté. Aujourd'hui l'école du recrutement, c'est quoi de quelques années après? L'école du recrutement qui a tout vécu en fait. Ça a commencé très sourcing d'ailleurs. Au début on parlait que de sourcing et plus ça a avancé, plus on voyait qu'il y avait ce manque sur les annonces, sur l'entretien, et on s'est dit c'est pas possible, faut qu'on se forme. Et du coup on s'est formé sur ces sujets et maintenant voilà, on fait tout de A à Z, enfin tout dans le recrutement, et on a notre principal revenu, 80%, même 85% de notre revenu, c'est un parcours à distance de formation en recrutement. Donc il y a une trentaine d'heures, un peu comme Netflix, sauf que c'est que du recrutement, avec des petites vidéos de 5 minutes où tu as tous les sujets de entretien structuré, annonce, sourcing, culture générale, et à la fin tu as une certification qui est reconnue par l'État qui te permet après d'avoir au moins un truc certifiant. Ok, bon, de toute façon, pour toutes les personnes qui vont creuser, je mettrai le lien dans la description du podcast. L'idée, c'est pas de parler pendant 3 quarts d'heure de l'école de recrutement, on va parler d'autre chose. Et j'ai une première question qui est totalement directe, qui vient de quelqu'un qui écoute a priori mes podcasts, et je te le citerai après. Nicolas, comment as-tu fait pour écrire un livre si génial, si incroyable, ça laisse sans voix? Est-ce que tu peux me donner ton secret? Alors, voilà, pour la petite histoire, c'est Nicolas Galita qui lui-même s'est auto-posé une question. Alors vas-y, donc je vous la refais. Nicolas, comment as-tu fait pour écrire un livre si génial, si incroyable, ça laisse sans voix? Est-ce que tu peux me donner ton secret? Là, maintenant, j'ai hâte d'avoir ton secret, Nicolas. La réponse, alors je sais pas si j'ai écrit un livre génial, mais la réponse sérieuse au secret de l'écriture qui m'a été léguée par une pote à moi qui est autrice, c'est, je lui ai demandé mais comment tu fais? Elle m'a dit Nicolas, pose ton cul sur une chaise et écris. Et en fait, ça a l'air simple, mais c'est tellement dur de poser ses fesses sur une chaise dans un temps concentré. Tu vois, tu me parlais du livre de Caroline Mignot, qui dit dans son livre qu'elle l'a écrit en quelques nuits blanches. Parfois, ça étonne les gens, mais moi, c'est pareil, je l'ai écrit en 15 jours, le livre. Ça me scotche. Mais pour arriver à ces 15 jours, il a fallu déjà 2 ans. Entre le moment où je me dis, vas-y, on y va, et j'écris un peu tous les soirs, mais j'arrive pas, c'est galère. On est en 2019, le Covid arrive, et août 2021, où en fait, je me dis, ok, en fait, je vais prendre mes vacances en juillet, et en août, il y a pas grand chose qui se passe. Je vais me faire violence, et je vais écrire. J'ai annoncé à toute l'équipe que j'allais écrire le livre. Pendant 2 semaines, j'ai rien fait. Et donc, j'arrive à la moitié du temps, j'ai rien fait. Je me dis, mais non, mais même pour la fierté, pour l'honneur, pour mon image auprès des autres de LEDR. Parce qu'en plus, c'est pas l'école de recrutement qui t'a demandé d'écrire le livre. C'est toi qui t'as fixé cet objectif? En fait, il y avait à la base, on devait l'écrire avec Laurent, Aurélien et moi. Ok. Et j'ai dit à Laurent, Aurélien, en fait, allez, c'est bon, vous arrivez pas à avancer, moi je vais vous le faire. Allez les gars, let's go. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait un enjeu aussi de réputation, c'est que j'ai dit à tout le monde, non, mais c'est bon, ils y arrivent pas. Moi, je vais y aller, je vais le faire je vais me bloquer. Ça va être plus simple que d'écrire à plusieurs. Et voilà. Et donc en fait, en 15 jours, le premier jet a été fait. Ce qui était plus dur après, c'est de relire, de re-relire, de réaffiner, de faire un truc clair. Enfin, j'adore le slogan, je crois que c'est Hemingway qui dit il faut écrire bourré et relire sobre. En fait, quand t'écris, c'est vraiment une espèce de transe. Et la relecture, par contre, c'est une galère. Donc ouais, le secret vraiment, pour moi, c'est ça, c'est de poser ses fesses sur une chaise. Et le deuxième secret, c'est d'écrire sur un truc
que j'ai déjà enseigné tellement de fois qu'en fait ça vient beaucoup plus simplement. Tu vois, si tu écris sur un sujet dont tu parles tout le temps, parce que forcément. du contenu, je le mettais d'ailleurs, t'es producteur de contenu RH, je sais pas si influenceur, il y a plein de mots autour de tout ça, peu importe, mais en fait t'as pas décidé en 15 jours de dire je vais écrire des choses. T'as déjà écrit pendant de nombreuses années énormément de contenu. Ouais, j'ai écrit beaucoup, et surtout plus qu'écrire beaucoup, là j'ai lu un livre qui explique, alors malheureusement j'ai lu trop tard parce que j'ai lu après avoir écrit le mien, mais j'ai un livre qui s'appelle, je crois, How to Write Useful Book, comment écrire des bouquins didactiques. Ouais. Et il dit vraiment le plus simple, c'est d'avoir enseigné ton livre. Et donc pour le coup, moi effectivement j'ai des articles aussi, mais j'ai aussi des formations. Oui. Donc en fait, comme c'est des sujets que j'enseigne en formation, forcément tu sais les trucs qui sont pas trop clairs, les trucs, ce qui permet d'avoir une écriture claire, c'est d'avoir beaucoup testé le truc, d'avoir eu des regards où les gens te comprennent pas et avoir refait. Et tu vois, typiquement, même le chapitre sourcing, Ouais. L'éditrice, elle m'a dit, j'ai rien compris. Ouais. Et je me dis, bon, après, en même temps, elle est pas recruteuse, mais quand même, donc je vais quand même essayer de refaire. Et donc on a très refait. booléen, j'imagine, forcément. J'ai essayé de pas faire que trop booléen, okay. mais justement, tu vois, j'ai essayé de remettre des schémas, des trucs plus clairs. J'ai réécrit cette partie. J'espère que maintenant elle est claire. Mais ouais, le plus dur, c'est d'écrire clairement, en vrai. Ouais, ça doit pas être forcément simple. Alors, j'ai une question d'Aurélien Boutoudou, que tu connais bien, qui est ton collègue, et il dit, voilà, ce livre est plutôt destiné aux recruteurs. En tout cas, c'est sa vision. T'as le droit de pas être d'accord avec Aurélien. Comment vois-tu le fait que des opérationnels, des managers, du coup, s'emparent du livre, alors que tu pensais que ce ne serait pas quelque chose qui leur parlerait? Ouais, c'est ouf parce que j'avais explicitement dit à Erol, donc l'éditeur, que non, ce serait pas ni pour des managers, ni pour des chefs d'entreprise. Et en fait, j'ai eu déjà un manager qui l'a lu parce que sa recruteuse lui a offert et qui m'a dit c'est trop bien, ça me permet de comprendre. En fait, je me suis trompé. En vrai, je me suis trompé. C'est que je l'ai effectivement écrit pour un recruteur, donc c'était manager. Les exemples sont des exemples de recrutement. Ça parle du point de vue d'un recruteur ou d'une recruteuse. Pour autant, si tu fais abstraction de ça, ça peut t'aider à comprendre ce que les gens y font. Oui. Tu vois, moi j'ai un truc, il y a un entrepreneur un jour qui m'a dit faut déléguer ce que tu sais faire. Ce qui est pas intuitif. Ouais. Normalement tu délègues ce que t'as pas envie de faire. Et il dit parce que quand tu délègues ce que tu sais faire, c'est beaucoup plus facile de juger ce que la personne elle fait, c'est plus facile de comprendre ses galères, etc. Tu vois. Mais ça c'est un bon sujet. Tu vois, recruter ce que tu sais faire, tu vois, c'est ce que moi j'ai fait avec François quand on a créé notre cabinet Happy to Meet You, tu vois, notre cabinet de recrutement au départ, parce que du recrutement on savait en faire, et en fait quand ça a grandi, on s'est posé la question, donc, est-ce qu'on continue à jouer au consultant ou est-ce qu'on développe l'entreprise? Tu vois, on a pris le choix d'aller plutôt sur du terrain commercial on était moins à l'aise parce que moi j'ai jamais fait de commercial en tant que tel. Mais oui, il faut savoir déléguer et déléguer des choses que tu fais, parce que tu les comprends en fait. Exactement. Et comme le recrutement c'est forcément une délégation, parce que le manager, le client te délègue son recrutement, c'est bien que lui-même ou qu'elle-même sache ce qu'il y a derrière, c'est quoi la réalité. Et effectivement, je dirais plus aujourd'hui qu'il est plus pour les managers. Je dirais il a pas été écrit pour les managers, mais maintenant que j'ai eu quelques retours de managers qui m'ont dit que ça leur a servi, je ne peux que m'incliner. Mais même tu vois, en valorisation de la fonction recrutement et de la fonction RH, si je suis DRH d'une boîte ou talent acquisition de manager ou patron du recrutement, l'offrir ou le passer, en tout cas le prêter, ou dépenser 29 € pour l'acheter, pour l'offrir à mes managers, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Parce qu'ils vont peut-être pas aller rentrer dans le détail de tout, mais de comprendre le job c'est clair. de sourceur recruteur ou de manager qui pense que c'est facile, quoi. Dans mon plan, tu passes une annonce et puis c'est facile, quoi. Rien ne se passe jamais comme dans le plan, mais dans mon plan, j'imaginais que j'allais écrire un autre livre pour les managers. C'est une question que je vais avoir, mais forcément. Mais tu pourras avoir une déclinaison, une V2 plus orienté manager. Très clairement. Il y a un sujet forcément à creuser, c'est certain. Et d'ailleurs, c'était la question aussi de Sébastien Thibault, qui est ancien RH chez BNP et qui est en cours de création de sa boîte RH, un gros suspense. Ne faudrait-il pas un tome 2 dédié au manager? Ouais. Clairement. Après, comme il me faut à chaque fois 4 ans pour écrire un livre, déjà on va voir celui-là après. Il y a peut-être des choses que tu peux reprendre et réadapter. Clairement. Oui, mais c'est pas. Mais tu sais, encore une fois, c'est pas l'écriture le problème. Ouais. Moi, j'écris vraiment très vite. J'écris environ 2000 mots par heure. J'arrive pas à voir ce que c'est 2000 mots par heure. 2000 mots par heure, faut te dire, en gros. Moi, je parle en page A4. Tu sais, quand j'étais à l'école et qu'il fallait faire une page A4, j'étais nul. Une page, c'est 200 mots. Ok. Et ce bouquin, il fait 70 000 mots. Ok. Donc ça veut dire en 35 heures, j'ai fini. Ouais.
Tu vois. Donc en vrai de vrai, comme j'écris vite, c'est pas écrire le problème, mais c'est tout le reste. C'est l'éditeur, relire, relire. En fait, faut te dire que typiquement la relecture de l'éditrice, elle m'a fait un truc comme 6500 commentaires. Chapitre sourcing, il y avait 1267 commentaires. Sérieux? Juste sur 40 pages sur la virgule, le machin, et donc le toi, truc. tu t'es paluché les 6500 Ouais, commentaires? j'ai un peu alors un toc entre grosses guillemets, mais j'arrive pas. Tu sais, dès qu'il y a dans le logiciel, il y a un truc à cocher, faut que je coche. Oui. J'ai des amis auteurs qui ont travaillé avec Chloé, l'éditrice de chez Erol. Ils ont coché, ils ont regardé, ils ont lu en diagonale, ils ont dit ok, je fais confiance, je coche tout. Moi, j'ai regardé chaque virgule qu'elle m'a demandé de déplacer. Et je me suis dit ok, est-ce que cette virgule, faut bien la déplacer. Enfin bref, ça a pris vraiment. T'as un côté perfectionniste en fait. Un petit peu sur ça, sur ça, ouais. Mais dans ma vie en général, non, mais sur ça un petit peu. Ouais, ok, intéressant. Et comment est-ce que tu as structuré tes idées parce qu'il est découpé en un certain nombre de chapitres. En plus, les titres des chapitres sont hyper intéressants. Ce sont des verbes. Comment est-ce que tu as structuré tes idées et tes éventuelles recherches? Il y a énormément de liens vers d'autres livres, vers des blogs, le vôtre, mais aussi d'autres, en français, en anglais. Comment t'as structuré tout ça, en fait? C'est une très bonne question, et je pense que c'est le deuxième secret de l'écriture. Il y a le jet, il y a faire ton jet, et avant, le structurer. Pour structurer, c'est la méthode que j'utilise toujours. Donc, je vais commencer par me faire un espèce d'endroit où je mets toutes les idées en vrac. Donc c'est un espèce de une grande to-do list que tu veux. Moi, c'est un Trello. Tu mets tout en vrac. Mais vraiment en vrac, sans chercher à structurer, sans censurer. Tu mets tout. Une fois que t'as passé... Ça, tu le fais tout le temps, en fait. Alors, ça, je le fais tout le temps pour mes articles, etc. Donc, j'ai sur mon téléphone, j'ai ce que j'appelle un swipe file. Donc, c'est des idées d'articles. Pareil, là, je fais la promo du livre. Les gens me demandent d'où viennent mes idées. Pareil, je mets les idées en permanence dedans. Parce qu'en fait, tout le monde a des idées. C'est juste qu'on les a au mauvais moment. Tu les as à la douche, tu les as au vélo. Donc, faut trouver un endroit où tu vas déverser tes idées. Donc tu déverses tes idées, et une fois que tu sens que t'as plus rien à déverser, c'est là que je commence à structurer. Et donc tu dis ok, tu vois les grands patterns qui se dégagent, et souvent moi ce que j'aime faire c'est des grandes parties et des sous-parties tout simplement. Et donc dans mon Trello, tu vois, je vais organiser grande partie, sous-partie à chaque fois, argument exemple. Donc j'ai un giga Trello comme ça avec toute la structure. Et oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Ce que je te dis, je me pose mes fesses sur une chaise et j'écris. En vrai, il y a avant, oui, en fait, c'est ça. Pourquoi ça me prend 15 jours d'écrire? Parce que j'ai pris du temps à d'abord avoir un plan très structuré. Ce qui fait qu'après, je n'ai plus qu'à relier les points. Je ne structure pas en écrivant. Il y a des gens qui font comme ça. Je sais pas comment ils font. Ça me paraît horrible. Mais je ne structure pas en écrivant. La structure est déjà faite. Ouais, okay. Et moi, quand j'écris, je réfléchis plus. J'ai qu'à la relier. Ok, d'accord. Très, très clair. Et, ton livre, maintenant, est diffusé depuis plusieurs semaines. Yes. T'as les chiffres de vente? On n'a pas les chiffres de vente parce que c'est un milieu très archaïque. Ok. Y a pas un truc un peu comme du live, tu te connectes sur un... Non, il y a aux États-Unis un truc qui s'appelle Bookscan mais qui marche pas en France. Ah, okay. Il faut savoir que le livre c'est un produit très particulier. C'est pour ça dire qu'il y a le prix dessus. Ouais. Très remarqué, c'est le seul produit où tu as le prix dessus. C'est réglementé. Parce qu'il y a une loi du prix unique. De la même manière, le libraire peut te le renvoyer sans frais à n'importe quel moment. Alors il doit attendre 3 mois au minimum, mais il peut te renvoyer ton produit et toi tu peux pas le revendre derrière. Donc en fait, tu dois attendre 3 mois avant d'avoir les chiffres. Et eux, pour avoir les chiffres vraiment sur les gros livres, tu sais comment ils font? J'étais scié quand Chloé m'a raconté ça. Ils vont à la sortie des librairies et ils vont demander aux gens ce qu'ils ont acheté. Comme à la sortie des urnes, ils font des sondages. Et c'est comme ça qu'ils ont les grandes tendances. Donc là, j'ai pas de chiffres. Je sais que à la sortie, il était en meilleure vente sur la catégorie ressources humaines et la catégorie management gestion. Là, c'est un peu retombé. Et en vrai, je vois il y a 2 trucs qui jouent. Il y a dès que c'est le week-end, mon livre dans Amazon, il s'effondre dans les. Ah oui. Ouais, parce que le week-end, tu vas pas acheter ça. J'ai une communauté qui n'est pas connectée le week-end. Et aussi, ce que je te disais quand t'es arrivé, à chaque post LinkedIn qui fonctionne, je vois le livre monter de 200 places, 300 places dans le classement. C'est ouf, vraiment. Et les posts LinkedIn qui marchent le mieux, c'est eux après qui remettent le livre en meilleure vente. C'est vraiment. On va revenir sur tes posts LinkedIn. J'ai quelques questions. Ce que je peux dire en chiffres pour les gens qui ont besoin de chiffres, on en a imprimé 2500, dont 500 qu'on garde pour nous, qu'on va offrir à nos clients comme support de formation. Je dis offrir, mais ils ont payé la formation, mais qu'on intègre dans notre produit de formation. Et on en a réimprimé pour Amazon. Ça, je peux dire qu'on en a réimprimé pour Amazon. Pour le reste, je sais pas. Ok, ouais, c'est déjà des beaux volumes, même si c'est difficile d'en vivre. Enfin, tu peux pas en vivre. Hein. Je touche 2,21€ sur chaque livre. 2,21€, t'es transparent. 2,21€. Donc même si j'en vendais, je sais pas, 10 000, ça me ferait 20K. Ouais. Tu vois. Ouais, donc super, tu les prends, mais c'est pas ça qui va te faire bouffer quoi. Et pour en vendre, t'en vends 100 000, ça fait 200K. Pour arriver à en vendre 100 000, c'est des, je sais pas, Guillaume Musso, tu vois. C'est des volumes qui n'existent pas, qui pour nous n'existent pas. Oui, sur des bouquins pro, c'est juste pas possible de toute façon. À part, il y a un bouquin que j'essaye de
concurrencé qui s'appelle Dream Team. Oui, qui est top. Ouais, qui est un super bouquin. Il en a vendu 40 000. C'est 40 000. ça arrive jamais ça normalement. Ok. D'ailleurs, il a sorti en V2, je crois. Oui, justement, il a tellement vendu en auto-édition qu'un éditeur est venu pour le réimprimer. C'est ouf. Et question que j'ai pas prévue, mais c'est une question de moi-même. Tu pourrais pas le sortir en anglais? Toi qui es totalement bilingue, qui lit énormément de livres en anglais. Tu pourras peut-être avoir une version. Je me suis posé la question. Je me suis posé la question et en vrai. Mais dans le livre dont je te parlais, là, How to Write Useful Books, il dit que c'est une bonne idée, mais par contre, il faut s'attendre à sortir un nouveau livre. C'est comme si on sortait un nouveau livre. Donc, c'est pas ma priorité maintenant, mais c'est une bonne question. Je sais pas comment on dit, le recrutement s'improvise pas en anglais. Mais vu mon niveau d'anglais, je vais pas m'aventurer. Mais ouais, il y a clairement un marché. Mais c'est vrai que l'école de recrutement, on a eu très tôt ce focus très français. Parce qu'il y a d'autres gens qui le font aussi bien ailleurs, tu vois, Social Talent, il y a plein d'autres acteurs anglophones, et on y a eu ce truc on est quand même très concentré français. Ok. Et du coup, avec les premiers retours que tu as de lecteurs, est-ce qu'il y a une partie de ton livre qui a suscité plus de réactions, plus de débats que tu l'aurais peut-être imaginé, toi? Oh, très bonne question. Pas vraiment. Par contre, les gens ont été sensibles à des chapitres différents. Moi, j'avais une peur, c'est d'avoir fait l'erreur du débutant, c'est de mettre les meilleurs chapitres à la fin. D'accord, En vrai, mes chapitres préférés sont plutôt vers la fin. Et je me dis, c'est con, c'est-à-dire que tu démarres un livre avec les chapitres les moins. En plus, c'est un livre que t'es même pas obligé de le lire dans l'ordre. Et oui, t'es pas obligé de le lire je pense. Tu fais bien de le redire, c'est un livre qui est modulaire, donc ça veut dire que en vrai, tu peux quasiment tout lire. Si tu veux lire sourcing, tu lis que sourcing. Si tu veux lire entretien, tu lis que entretien. Tu peux. Alors, parfois, je fais des références à des trucs d'avant, mais grosso modo. Et donc, il y a pas vraiment eu plus de débat que ça, mais il y a eu des gens plus sensibles à des parties plus que d'autres. Typiquement, la partie se connaître. Qui est une partie que j'ai beaucoup réduite parce qu'avant il y avait beaucoup de négociations à l'intérieur. J'ai réduit la négociation en me disant en fait le but d'un recruteur, j'ai pas assez temps de négocier parce que plus tu négocies les salaires des gens et plus souvent tu les négocies à la baisse, en plus il y a des problèmes de discrimination homme-femme, etc. Donc finalement je sais pas si le but du recruteur c'est vraiment de négocier contre le candidat ou plutôt d'être le facilitateur, la facilitatrice de négociation. Pour répondre à la question d'avant, que je viens de me rappeler que j'ai pas répondu sur les références. Tu disais il y a plein de références. Comment j'ai fait pour avoir tes références? J'ai eu beaucoup d'aide de déjà l'expérience d'avoir écrit, mais on a recruté Tania au Cana. Qui est docteur, qui a fait son doctorat sur l'expérience candidat en recrutement. Vraiment, le truc très niche et et qui m'a du coup aussi beaucoup apporté cette dimension de comment tu sources, comment tu références. C'est quoi une étude? Parce qu'avant, je disais, selon une étude, je savais pas vraiment si c'était une étude et où tu l'as trouvée. Et maintenant, j'ai trouvé Google Scholar, comment aller trouver l'étude, comment la référencer, le code. Donc, j'ai plus ce truc, parce que j'avais moins de but de ma carrière de vraiment aller référencer pour que les gens puissent aller ensuite se repérer. C'est quoi Google Scholar? Je connais pas. Google Scholar, justement, c'est un truc que tu connais quand t'es docteur. Donc ça, c'est gratuit? C'est gratuit. Et en fait, quand tu cherches une étude, tu vas dans Google, c'est le bordel. Tu vas parce qu'en fait, elle a pas d'identifiant unique. Donc, la même étude, elle va se ressortir 34 fois, payante, pas payante, etc. Donc, Google Scholar, du coup, c'est fait pour ça. Donc Scholar, SCHOLAR, tu tapes dedans, ça te met les études, du coup t'en as qu'une seule à chaque fois, enfin t'as l'occurrence, surtout ça te dit s'il y a une version gratuite. Énorme. Tu vois, à droite t'as un petit bouton PDF, et s'il y a le bouton PDF t'as une version gratuite. Donc je dirais que dans 2/3 des cas environ, j'arrive à trouver l'étude gratuitement sur Google Scholar. Là où sur Google je galérais et je m'empêterais, etc. Et pour aller jusqu'au bout, le petit tips, c'est que, et ça pareil je savais pas avant que Tania me le dise, pour identifier une étude, en fait, la nomenclature qu'ils utilisent, les chercheurs, les chercheuses, c'est nom de famille de l'auteur, date de publication. Donc, tu vois, la thèse de Tania, ça va être Okana 2017. Moi, mon livre, s'il avait été scientifique, ça aurait été Galita 2024. Donc, t'as pas besoin de connaître le titre de l'étude. En fait, souvent, tu tapes le titre et c'est galère. Tu tapes juste nom de famille et date de publication. Il faut encore connaître la date de publication, ce qui est pas toujours sympa. Oui, mais tu la retrouves généralement comme les autres sites comme ça. Tu verras dans mon livre, pareil, il y a à chaque fois ça. Comme les autres sites comme ça, tu retrouves normalement. Ok. J'ai 2 dernières questions sur le livre avant de passer à la deuxième partie de notre échange. Une question de Mira Zvedkova, excuse-moi si j'ai bousculé ton nom de famille, pardon, qui est talent sur Freelance. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait écrire son premier livre, en particulier en termes de recherche d'éditeur, définir le prix du livre, choisir la police? Est-ce que d'ailleurs c'est même ces sujets-là ces conseils-là que tu donnerais? Moi, le premier truc que je te dirais, c'est est-ce que tu aimes écrire? J'ai plein de potes qui ont commencé à écrire mais qui n'aiment pas ça et c'était un enfer. Donc déjà, est-ce que t'aimes écrire? Te poser la question oui, non. Si t'aimes pas écrire, peut-être te faire accompagner. Moi, j'ai eu aussi plein d'amis qui ont fait appel à des co-auteurs, co-autrices et qui du coup écrivent à plusieurs mains. Une fois que tu sais
Alors je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la non-fiction. Je sais pas comment on écrit un bouquin, un roman, mais une non-fiction, bah déjà tu peux aller acheter How to Write Useful Book. Okay. Je sais plus si c'est How to Write Useful Book ou Write Useful Book sans How to, mais on le remettra dans les liens. Ouais, je le mettrai dans les liens. Je te mettrai le lien. Il faut regarder quel problème tu peux résoudre. Tu vois, il faut écrire un bouquin qui résout un problème évident pour quelqu'un, et normalement, quand on lit le titre, on doit comprendre le problème. Ouais. Donc, tu vois, le rudement s'improvise pas, mais on comprend, c'est à la fois pour les débutants qui commencent et pour les gens expérimentés qui ont improvisé jusque-là. Et une fois que t'as ça, structure, poser tes fesses sur une chaise. Et vas-y. Tout le reste, choisir un éditeur, écrire, etc., ça peut venir après. Ouais. Enfin, ça vient dedans. Le seul conseil que je peux avoir, c'est qu'effectivement, un éditeur, c'est pas mal. On se pose souvent la question, c'est entre édition, auto-édition. Oui. Auto-édition, tu gagnes beaucoup plus d'argent, puisque tu gagnes, je pense, 30 à 40% du prix du livre. D'accord. Okay. Là où un éditeur va te proposer entre 8 et 12% du prix du livre. Mais t'as pas l'accompagnement. Et l'accompagnement que l'éditeur il fait, c'est pas tant commercial. Je sais que j'ai beaucoup d'auteurs qui ont été déçus par l'accompagnement commercial et qui du coup disaient c'est nul les éditeurs. Moi, comme j'ai déjà prévenu, j'avais pas cette attente là. Par contre, là où j'avais des attentes et que ça a été largement satisfait, c'est le retour, avoir un retour. Tu vois, quand je le faisais lire à mes collègues, à Aurélien typiquement, je fais lire le livre, il m'a donné comme retour, je sais pas, une vingtaine de retours, trentaine de retours sur le livre. Quand tu vois que Chloé Desrolles, elle fait 1267 retours sur juste un chapitre, forcément. Là, c'est que c'est son métier, quoi. Oui, son métier. Ouais, et pareil sur la police, c'est elle qui a choisi la police. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Erol du tout, mais franchement, ce sont des éditeurs et puis même la qualité du livre en termes d'impression, elle n'a rien à voir. Donc tout ce qui est, elle posait la question de la police, etc. Ça, c'est l'éditeur qui va gérer. Ouais, ça, toi, tu t'es pas embêté avec tout ça, quoi. Tu gères pas tout ça. Et puis j'ai la question, mais j'avais la même question que Christelle Vogelat-Calipé, que tu connais, que tu mets, l'excellente DRH de Benebono. Et la fondatrice de Idea Pact, que je recevrai bientôt sur ce podcast d'ailleurs. D'où viennent tes idées les plus décalées les unes que les autres pour la promo? Est-ce que ça implique de prendre une substance illégale? Non, je prends pas de substance illégale. Je prends même pas de substance légale. Je bois quasiment jamais pas d'alcool, du coup, même pas de substance légale. Le café, peut-être, pour longtemps. Non, c'est marrant comme question parce qu'en vrai, ça reboucle aussi comment écrire un livre. C'est la même technique. En vrai de vrai, ce que je te disais, c'est que j'ai, tu vois, un swipe file, un petit document comme ça, où je mets toutes mes idées qui me viennent. Et en fait, le truc, c'est qu'elles viennent jamais quand tu... En fait, voilà, il faut séparer la phase d'idéation de la phase de production. Mais je suis d'accord avec toi. Même sur des choses basiques comme un post LinkedIn. Si tu te fais ton LinkedIn, faut que je fasse un post. Exactement. Mais t'as pas d'idée, en fait. Ça rentre de la page blanche. Exactement. Alors qu'en fait, t'en as 50 dans la semaine que t'as pas vu passer si t'as pas effectivement noté. Moi, je les note. J'utilise Notion, mais c'est pareil, en fait, c'est le même principe. Moi, j'ai un truc qui s'appelle Clear, CLEAR, c'est une application qui fait des to-do list. Mais tu vois, je suis intraitable là-dessus, c'est-à-dire que je me douche, mon téléphone il est pas loin, je m'arrête de me doucher, je vais écrire l'idée. D'accord. J'ai même acheté à l'époque un carnet de douche, tu sais, où tu peux un carnet de douche, qui est un peu imperméable et dont tu peux écrire. Mais en vrai, ça marche très bien avec le téléphone, donc je fais avec le téléphone. Pareil, je suis à vélo, j'ai une idée, je me gare. Je m'arrête, j'écris l'idée. Donc je suis assez discipliné sur j'écris toutes mes idées et je ne juge pas mes propres idées. Tu vois? Donc j'ai plein d'idées loufoques et tout, je les juge pas. En fait, les gens, j'adore la phrase qui dit, je sais plus qui dit ça, mais qui dit que tout le monde est un artiste, tous les enfants sont des artistes, mais en grandissant, ils arrêtent d'être des artistes. Tu vois? Et c'est pareil, je pense que t'as plein d'idées, mais tu t'auto-juges. Donc je ne me juge pas. Oui, qu'est-ce que vont penser les autres? Voilà, je me juge pas, même ce que j'en pense moi. Parce que parfois je me dis, c'est pas ouf, mais on verra plus tard. Et en fait, ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'à chaque fois que je reviens sur ce fichier, typiquement, tu vois, j'ai une newsletter qui s'appelle Atelier Galita, où j'écris tous les jours. Donc pareil, j'ai un fichier comme ça. Mais pour l'Atelier Galita, tous les jours. Je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une excellente newsletter. C'est gentil. Non, mais sérieux. Chaque fois que je publie, tu vois, je vais re-regarder ce document. Et ce qui est fou, c'est que les idées vont apparaître à une lumière différente. Tu vois, l'idée A va me paraître nulle. Puis le lendemain, je fais, oh putain, c'est trop bien l'idée A, en fait. Ou l'idée, tu vois, et en fait, les idées, t'as un éclairage différent qui va te venir, donc faut pas trop se juger quand tu produis l'idée, faut juger quand tu vas te mettre tu te mets devant la feuille, et là, tu regardes toutes les idées, et t'en choisis une. Donc, non, les idées, elles viennent de ça, et après, comme tout, il faut voir tes inspirations. Donc, moi, mes inspirations, c'est beaucoup, le street marketing. Après, je fais une école de commerce, donc j'ai quand même des bases de marketing. J'aime beaucoup les références des années 90, donc les gens qui me suivent, vous verrez, il y a plein de blagues années 90, j'ai fait, c'est quoi ces bouteilles de lait, la pub que j'ai refait. Donc voilà, j'essaie de m'inspirer aussi des pubs que j'ai bien aimées pour faire des pubs marrantes. Ok. Si on revient sur l'étape, la partie 2, on va dire, du podcast, un peu ta vision du monde du recrutement d'aujourd'hui, de demain. T'as abordé quelques principes idéologiques dans ton chapitre qui s'appelle Penser.
dont 2 moi personnellement que j'adore, j'adore et sur lesquels même j'adhère, qui sont candidat n'est pas un métier et recruteur est un métier. Voilà. Et tu as bien d'ailleurs distingué les deux. En les lisant comme ça, c'est évident, ça paraît évident, mais pourquoi tu les as rappelés? Les ai rappelés parce qu'en fait, c'est une pente qui est assez dangereuse et dans laquelle on tombe rapidement. Le fait d'oublier que candidat n'est pas un métier. Tu vois, la première fois que j'ai dit cette phrase, c'était Laurent avait fait un article à l'époque sur RMS News sur justement sur des mauvais comportements des candidats. Il y en a plein, tu vois, le fait de pas venir de ghoster, de pas venir, etc. Et je disais à Laurent, mais en fait, c'est pas une bonne parole à avoir. C'est vrai, ce que tu dis est vrai, il y a rien de faux. Mais eux, c'est pas leur métier. C'est à nous, tu vois, c'est comme si tu te plaignais de tes clients. Et donc c'est là qu'est m'est venue l'analogie de tu te plains pas de ton client, même si, on va pas se le cacher, il est vrai qu'il y a des clients relous, c'est pas la question. Mais se mettre dans l'état d'esprit dans lequel c'est toi qui es au service du client et non pas l'inverse, ça t'aide à avoir une meilleure posture. Tu vois là, ça t'aide aussi à avoir de l'empathie. Là, j'ai une ancienne élève qui m'a envoyé un CV où la personne, elle a écrit 4 ans me remettre d'un divorce difficile. Tu vois, et elle rigolait en mode oh mais pourquoi elle met son CV, c'est n'importe quoi et tout. Je dis oui, mais essaye de te mettre à sa place. Qu'est-ce qui l'emmène à mettre ça? Probablement que les gens en fait la jugent parce qu'elle a un trou sur le CV, donc elle a essayé de manière un peu désespérée de compléter. Donc je trouve que se rappeler que c'est pas un métier, ça aide déjà à avoir plus d'empathie, ce qui est dur, hein. Nous on reçoit des milliers de personnes, ton empathie elle peut pas se maintenir intacte. Et le deuxième truc que ça permet de faire, ça permet aussi de et là, pour le coup, je regrette de pas avoir mis ce principe dans le livre. Je l'ai verbalisé après. C'est les gens qui sont des candidats professionnels sont pas forcément des bons professionnels derrière. Alors, pas forcément mauvais non plus, hein, je connais des gens qui sont, mais tu vois, moi, typiquement, je suis très bon en entretien. Je pourrais rentrer dans n'importe quelle boîte, je pense, en potassant assez, parce que je sais ce que les gens ils veulent, tu vois. Donner la blague au bon moment, raconter ton histoire de manière cohérente, tu vois. Quand je racontais pourquoi j'étais recruteur de développeurs, je disais ma sœur elle est développeuse, ma mère elle travaille à Pôle emploi, boum, recruteur de développeur. Maintenant je suis formateur, je dis mon père il est prof, ma mère elle travaille à Pôle emploi, boum, formateur en recrutement. Je suis très bon moi, pour te faire une histoire, puis demain je changerai de truc. Donc ça, j'ai un profil où je suis très bon dans l'entretien, ça veut pas dire que je serai bon derrière. Donc il y a ce truc de différencier les bons candidats des bons professionnels, surtout qu'en plus, en vrai on mérite de se faire escroquer. Parce que quand tu es recruteuse, tu poses que des questions qui favorisent les escrocs. Parlez-moi de vous. Les gens qui sont très bons pour la chat, ils vont me parler de c'est quoi tes loisirs? Pareil, genre la chat, ils vont trouver le bon loisir, te trouver un point commun, etc. On leur demande de se renseigner sur l'entreprise. Évidemment que les gens les plus qui veulent t'escroquer vont se renseigner sur tu vois. En fait, on demande beaucoup à être flatté et du coup, on savoir par les flatteurs. Donc candidat n'est pas un métier, et le truc c'est recruteur est un métier, recruteuse est un métier. C'est l'idée de se dire que pas l'improviser. Tu vois, j'entends beaucoup tu sais, j'ai dit beaucoup le recrutement n'est pas RH. Et des gens l'ont repris en mode le recrutement n'est pas RH, c'est commercial ou c'est marketing. Non, toujours pas. Le recrutement, c'est le recrutement. Tu vois, y a pas à dire le recrutement c'est commercial, le recrutement c'est marketing. Le recrutement, c'est un métier à part entière qui mélange d'autres disciplines, mais comme tous les métiers mélangent des disciplines. Et alors tu parles des recruteurs, des recruteuses. Aujourd'hui, c'est quoi les défis, à ton avis, qu'un recruteur, une recruteuse doit relever pour être considéré comme quelque part compétent dans son job? Alors c'est une question vaste, hein, c'est hyper dur. Non mais c'est vois très bien ce que tu veux dire. Si t'avais 2-3 défis, tu te dis voilà, ça aujourd'hui t'as pas le droit de pas être bon là-dessus en fait. Je vois très bien ce que tu veux dire, c'est très dur. Déjà, avant même d'aborder ta question, se poser la question de est-ce que je suis dans un environnement qui est favorable. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup abordé dans le livre les environnements toxiques qui respectent pas le recrutement. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure d'un CEO qui recrutait encore lui-même alors qu'ils sont 120. Mais moi, je me dis, au moins, il respecte le recrutement, tu vois. Ça veut dire quand même qu'il y tient tellement. Ouais, c'est important pour lui. Tu vois, donc c'est quand même cool que ça soit important pour lui, même s'il faudrait qu'il délègue, c'est sûr. Mais ça montre quand même, c'est bien quand le dirigeant, la dirigeante est à fond sur le recrutement. Donc déjà, est-ce que je suis dans un environnement qui, n'est pas toxique, 2, qui me convient? Parce que en vrai, c'est pas pareil d'être recruteur ou recruteuse en cabinet que de l'être en ESN, que de l'être dans une boîte client final, que de l'être en start-up, que d'être en PME. Voilà, donc déjà trouver mon bon endroit. Et ensuite pour moi, pour ta légitimité, c'est l'entretien. C'est à quel point tu deviens un expert ou une experte de l'évaluation et comment tu le montres au manager. Parce qu'en fait, beaucoup de gens veulent du respect des managers, mais recrutent à l'intuition. Or, si c'est à l'intuition, le fameux je le sens bien quoi, ou je le sens pas bien, ou je le sens pas bien. Et du coup, si c'est intuition contre intuition, ton manager il va dire moi a priori je connais mieux le métier que toi, donc je te respecte pas. Donc se placer plutôt en personne qui va être l'experte
de l'évaluation des critères, dire ok ton critère il est bien parce que si ça c'est quoi un bon critère? Un bon critère c'est un critère qui est directement bref, tu vois, dérouler un peu de me placer un peu comme un agent immobilier. Toi ton agent immobilier, pour en avoir eu un la dernière fois pour un appart, va te demander ok qu'est-ce que tu veux, et il va être aussi la personne qui va te dire mais non, Nicolas, tu veux un appartement calme rue Oberkampf, ça existe pas. Tu vois, ce truc de te remettre dans le réalisme du marché et être expert là-dedans. Je pense que c'est là où tu peux faire ta vraie légitimité. Ok. Et une question de Vincent Tayet, qui est VP Sales chez Malte, qui vient de quitter Malte pour créer son entreprise. Faut-il connaître le métier pour lequel on recrute pour être un bon recruteur? Ah, très bonne question aussi. C'est mieux, c'est plus facile. Pour avoir connu moi des gens qui ont fait le basculement, tu sais, du métier au recrutement. Ouais. C'est pas mal. Je sais que dans le public, il y a beaucoup de fonctionnements, tu vois. Enfin, ou ex-public. Air France, c'est plus public, mais ça a été public. Air France, il y a ce truc de, public, avant t'étais dans le métier, maintenant tu le fais. La Marine nationale, c'est pareil. J'aime beaucoup ce profil au moins je connais le métier. Après. Parce que ça passe par des biais aussi. Exactement ce que j'allais dire. Après, voilà, ça peut aussi t'emmener sur des biais. Et j'aime bien aussi l'idée de se dire, en fait, ton métier, c'est le recrutement. Ton métier, c'est pas de connaître les métiers des gens. Tu vois, un peu comme, par exemple, les gens se disent, ah ouais, mais Nicolas, t'es plus recruteur, t'enseignes le recrutement. Bah oui, mais parce que mon métier, c'est prof. Mon métier, c'est formateur. Et formateur, c'est un métier. Donc, évidemment que faut que je continue à connaître le recrutement. Mais ce qui est le plus important, c'est à réussir à travailler ma pédagogie, à faire des phrases de plus en plus claires, etc. Quand t'es recruteur, pareil, c'est mieux, évidemment, de connaître les métiers pour lesquels tu recrutes. Mais ton métier, c'est pas ça. Ton métier, c'est de garantir une bonne évaluation, de faire accoucher au manager les bons critères. Voilà, ton métier, il est d'accompagner le manager à recruter. Ok. Question de Mathilde. Mathilde Paris, chargée de recrutement chez Sopra. Ok. Dans quelle mesure le réseau du recruteur peut-il être un facteur stratégique pour le recrutement dans un secteur pénurique? Oh, bah ça, il y a... Je pense que, en plus, elle est dans l'IT, donc... Ouais, la réponse, c'est évidemment, c'est hyper stratégique. C'est encore une fois, tu peux toujours faire 100. Mais c'est sûr que quand t'as un bon carnet d'adresse, moi, une des recruteuses les plus douées que je connaisse, que j'ai rencontrées, elle a travaillé chez Manpower. Et ce qui est fou, c'est que elle savait pas utiliser un ordinateur. Limite, enfin j'exagère, mais elle n'était pas fan d'ordi. Par contre, elle faisait 2 fois plus de chiffre d'affaires que la numéro 2. T'imagines la différence qui la sépare entre elle est numéro 1 en termes de chiffre d'affaires et la numéro 2 derrière. L'écart est fort. Ouais. L'écart, il est fort. Et je l'ai rencontrée, et en fait, elle a un grand cahier où elle écrit le nom des gens, un petit truc qui se sont dit. Et si la personne lui a dit rappelez-moi dans 6 mois, elle la rappelle vraiment dans 6 mois. Si la personne lui dit en ce moment je reviens de congé maternité, elle la rappelle pour prendre des nouvelles. Tu vois, elle a ce truc elle développe son réseau en rappelant les mêmes personnes. Or souvent, on a souvent ce réflexe, et moi je l'avais aussi quand j'étais recruteur, d'aller voir de nouvelles personnes. Ouais. Elle a ce truc de ok, je vais entretenir ma vie avec des personnes. C'est le réflexe que moi je fais chez beaucoup de clients. Hein, c'est j'ai un vivier, je l'exploite pas, je leur passe la même annonce. Ouais. Et puis je peur parce que j'ai pas beaucoup de CV. Alors que dans le vivier, il y a des choses à aller creuser en fait. Mais il faut s'en occuper, il faut le nurturer. Surtout, t'as un effet de cumul. Il y a un proverbe que j'aime bien, je crois que j'ai mis dans le livre, c'est Mohamed Ali, il est pas devenu champion du monde de boxe en tapant une fois sur 30 personnes. Il est devenu champion du monde en tapant 30 fois sur une seule personne. Il y a ce truc de, avec les efforts répétés, la personne te connaît et ça marche mieux. Ok. T'insistes beaucoup dans ton livre et sur la rédaction des annonces de recrutement. C'est un sujet. Toi aujourd'hui, parce que c'était une question, mais j'ai sans arrêt de la part des entreprises. Qu'est-ce qui est indispensable en 2024 dans une annonce de recrutement pour toi? La même chose qui était indispensable en 1924, puisque moi je me suis beaucoup basé sur un livre qui s'appelle Scientific Advertising qui a été écrit en 1923. Sur les grands principes. C'est quoi les grands principes de la publicité? Parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas de contenu annonce, moi j'ai été m'inspirer de ce que faisaient les publicitaires. Les grands principes, le premier, c'est écrire en bénéfice. Donc ça veut dire, plutôt que de dire ce poste il est en télétravail, tu vas dire ça te permettra de ne plus faire la queue au magasin parce que t'es plus en heure de pointe, tu vois. Toujours essayer de formuler tes phrases de manière à qu'est-ce que ça apporte à la personne, plutôt que de dire on est leader du marché ou on fait un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Non, ok, c'est quoi le bénéfice? Est-ce que c'est l'intéressement? Est-ce que c'est je vais avoir la notoriété? Est-ce que c'est je vais pouvoir faire la mobilité géographique? Enfin voilà, parler très concrètement, non pas uniquement de ce que t'attends de la personne, mais de ce que tu peux lui proposer. Donc ça c'est le premier secret. Deuxième secret, c'est de mettre des effets dissuasifs. De dire, ok, ce poste est pas pour toi, si. Ouais. Et en fait,
C'est d'aller dans l'autre sens en fait. Ouais, c'est un modèle académique, pareil Tania qui me l'a fait découvrir, qui s'appelle Realistic Job Preview. C'est les chercheurs se sont rendus compte qu'en disant aux gens les obstacles des postes, avait plein d'effets positifs. Le premier, c'est que du coup, ils se disent que les effets bénéfiques sont vrais. Si tu dis le négatif, c'est probablement que le positif il est vrai. Deuxièmement, il y a moins de turnover. Et troisièmement, ça t'oblige aussi à parler de manière plus précise. Et du coup, les personnes se projettent plus facilement dans le poste quand tu leur dis, tu vois, si je prends mon cas, les codes du recrutement, si je recrute quelqu'un chez nous, je dirais, ce poste n'est pas pour toi, si t'as besoin d'être très managé, t'as besoin d'un grand cadre, tu vois, alors là, tu vois pas parce qu'il y a plein de gens au bureau, c'est un hasard, mais hier, je suis venu, il y avait personne, tu vois. Il y a ce truc c'est une boîte très libre, congé limité, tu viens quand tu veux, il y a pas d'horaire, donc en fait, forcément, ça crée aussi de la solitude. Donc c'est pas pour toi si t'as besoin d'être beaucoup accompagné. Et le dernier truc sur l'annonce, c'est beaucoup de gens ont cette idée reçue qu'il faut écrire court. Alors ça vient de deux choses. Ça vient des premières choses, c'est que tous les débutants en publicité veulent écrire court. Donc quand tu lis un bouquin publicitaire, on te dit arrêtez de penser ça. En fait, votre but, c'est pas de faire la littérature, c'est pas qu'on prenne du plaisir, c'est qu'on achète. Donc, et si tu veux que quelqu'un achète, plus t'écris longuement, plus t'as des chances que la personne picore ce qui lui convienne. Et la deuxième chose, je pense, pour laquelle les gens veulent écrire court, c'est historique. C'est qu'avant, ça coûtait de l'argent. Avant, en vrai, quand tu publiais sur n'importe quel journal. Ça coûtait de l'argent. Puis moi, j'ai même connu des job boards où t'étais limité en nombre de caractères. Et tu dis, mais c'est pas possible. Même Pôle emploi, à une époque, c'était catastrophique, quoi. T'avais pas assez de place pour écrire le basique, quoi. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des gens que je rencontre en recrutement ont peur de faire trop long. Et la plupart des candidats que je rencontre trouvent que les annonces sont incomplètes. Ouais. Et du coup, je me dis, mais pourquoi vous avez peur de faire trop long? C'est la peur de qui? Les candidats, ils disent jamais l'annonce elle est trop longue. Ils disent, elle est incomplète. Puisqu'en fait, il y a deux cas de figure. Imagine, tu fais trop long. Il se passe quoi? Les gens, ils lisent pas tout et ils postulent. À part si t'es vexé pour tes talents littéraires, on s'en fout. Ton but, c'est qu'ils postulent. Ouais. Si t'écris trop court, qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être qu'ils ont pas d'infos et ils ne postulent pas. Personne n'arrive en disant, oh, c'est trop long, du coup, je postule pas, ça n'existe pas. Donc, alors évidemment que le mieux, c'est de faire la bonne longueur. Ouais. Mais, si j'ai le choix, je préfère toujours faire trop long que faire trop court et les gens n'ont pas d'infos. Il y a des personnes que tu citerais en référence, dont tu trouves que ces sourceurs ou ces recruteurs, font des top annonces. Il y a Shirley Almoni, je sais jamais dire son nom de famille, elle me parle qui fait en général des annonces plutôt elle est sur sa boîte s'appelle Build RH, je crois, Build avec un tiret, comme construire, et sur son site, elle met beaucoup de bonnes, belles annonces, pareil, assez longues. T'as l'équipe de Zenica aussi, un peu qui fait de temps en temps des longues annonces. Et il y avait, mais son nom m'échappe, Claire Lise, je te redonnerai son nom, qui faisait aussi des bonnes annonces. Attends, j'ai un trou, je te la renverrai. Tu me la renverras. Et ouais, de plus en plus, là, je vois quand même des gens faire des bonnes annonces bien complètes. Je pense que le site aussi Welcome to the Jungle a beaucoup joué en influence parce qu'ils ils recommandent dans leur site déjà à mettre des photos et à décrire le process de recrutement. Ouais, déjà le process, ouais. Tu vois, et dire tu vas rencontrer qui, comment, et puis alors mettre le process, tu vois, chez Happy2Meet You, on l'a toujours mis dès 2016. Et pourquoi on le mettait? Au-delà, effectivement, de donner de l'information au candidat, c'est que toi, ça te force, en plus, en tant que cabinet, avec ton client, à dire à ton client, monsieur le client, on va se poser, quoi. Parce que sinon, c'est, en fait, on va rajouter un truc, un entretien, un test, un bidule. Puis il y a Robert qui l'a pas rencontré, il aimerait bien la rencontrer. Je dis, mais attends, mais on n'en finit pas, quoi. Tu vois, donc ça avait un double effet, en fait. C'est pas mal, ça, j'ai pensé à ça. Un double effet client interne, et bien sûr, l'effet positif pour les candidats. Et le côté rému par rému. Pareil, en vrai, Parce que je vois encore des débats, tu vois, sur LinkedIn, de recruteurs qui disent, faut pas mettre la rému, quoi. En vrai, il y a deux débats. Le premier débat, c'est est-ce que ton annonce, elle fonctionne mieux quand tu mets la rémunération, le salaire? La réponse, elle est oui. J'ai jamais vu aucune étude qui dit l'inverse. Ouais. À chaque fois, tu mets le salaire pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ça permet aux gens de se situer. Il y a des annonces où, en voyant un salaire, je me dis, non, mais c'est trop capé pour moi. Ou alors, à l'inverse, je suis trop capé pour cette annonce. Déjà. Premièrement, ça attire plus les gens parce qu'ils se disent, l'entreprise est transparente, donc ça donne envie d'y aller. Mais comme vous, vous voyez un truc, une chambre sur Airbnb, il y a pas le prix, ou sur Le Bon Coin, il y a pas le prix. C'est relou. Tu vois, ça dit négociation. En vrai, c'est relou, t'as pas envie d'y aller. Donc premier truc, c'est que tu mets le salaire si tu veux augmenter ton efficacité. Après, deuxième débat, est-ce que c'est facile?
c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Parce qu'en vrai, selon ta politique RH, selon ta politique salariale, ça peut être très compliqué de mettre un salaire. Il y a des jobs où si tu mets un salaire en ligne, en vrai, tu déclenches la guerre en interne parce que les salaires sont pas homogènes. Donc ça, je le comprends. Et bon courage aux gens qui doivent s'occuper de ça. Faut savoir pour autant que on aura bientôt pas le choix. Ouais. C'est-à-dire que le Parlement européen a voté pour que maintenant il y ait dès l'annonce une indication salariale. Ça va pas dire un salaire, ça peut être une fourchette, mais une indication salariale, notamment pour lutter contre la discrimination de salaire de genre homme-femme, parce qu'en fait le fait d'avoir des salaires opaques, forcément ça permet ces pratiques, même inconsciemment d'ailleurs. Donc on aura bientôt pas le choix, mais oui, je conçois que c'est compliqué. Je dirais jamais à quelqu'un vas-y mets le salaire et démerde-toi. Je sais que c'est très 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 compliqué. Comme je te le disais en off, nous on a beaucoup travaillé notre politique salariale chez LEDR en tant qu'employeur. On a mis 4 ans avant qu'elle soit homogène. Enfin en vrai non, on a mis 10 ans, mais c'est sur les 4 dernières années qu'on a vraiment travaillé dessus intensément et c'était pas facile. Donc je comprends que ça va être compliqué. Donc d'un point de vue juste stratégique, attractivité, c'est mieux. D'un point de vue stratégique RH, démerdez-vous. C'est clair. Ou alors, écoutez, je vais aller écouter l'épisode de podcast que j'ai enregistré avec Virgile Ringard, le boss de Figures. Enfin voilà, un excellent, un homme, je trouve génial, brillant. Et puis Figures, c'est une solution assez maligne en tout état de cause. Mais effectivement, un bon débat sur le sujet. Alors sur lancement, je ne vais pas poser la question de Manon Voisin qui est Talent Acquisition chez Avril parce que la question était posée. Une question, j'ai zappé la personne par contre, c'est qu'est-ce que tu attends d'un site carrière toi? Tu les regardes des sites carrière? Vous en parlez d'ailleurs à l'EDR avec vos élèves de ce sujet? Quand j'étais déjà pour renom du point de vue candidat. Ouais. Quand t'es candidat, qu'est-ce que t'attends? En vrai, t'attends d'essayer de comprendre. C'est le plus dur. C'est quoi le feeling à l'intérieur de la boîte? À quoi ça va ressembler? C'était un peu la promesse de Job Teaser au début. Job Teaser, je sais pas s'ils font encore ça, je crois plus. Mais au début, Job Teaser, j'avais utilisé quand j'étais étudiant, c'était, ils allaient filmer et c'est quoi le métier d'ingénieur commercial chez machin, chez Machine Data. Donc déjà, t'as ce truc de, ok, ça va être quoi à quoi ça ressemble ta culture? Malheureusement, c'est souvent très mal fait parce que c'est toujours les mêmes valeurs qui sont un peu vides. T'as quelle la gamme de métiers que tu proposes et t'as les annonces bien faites. Après cette carrière, j'avoue que c'est pas mon point fort de réflexion. Moi, j'ai plutôt une réflexion sur l'annonce. Après, peu importe où tu la mets, tu vois. Mais par contre, je peux donner des références. Carrefour a un site carrière qui est intéressant. Qui est plutôt bien fait, Ils l'ont refait. McDonald's aussi, un beau site carrière. Decathlon. Decathlon, je savais pas. Ouais, Decathlon. Ils ont vraiment quelque chose que je trouve vraiment bien sur leur site carrière. Ils ont un question-réponse, un Q&A. Ils sont mis à la place d'un alternant. Ils sont mis à la place de quelqu'un qui cherche un CDI. Ils se sont dit quelles sont les questions qu'on nous pose, je pense. Et franchement, c'est vraiment très bien fait. C'est assez didactique et je pense que en fait, ça coûte rien de le faire. C'est juste avoir l'idée de prendre. Faut déployer le truc. Faut déployer le truc. Mais ce que je veux dire par là, t'as pas des dépenses. C'est pas plus cher que les sites carrières, les autres sites carrières. Voilà. Mais en termes de contenu, c'est hyper riche, quoi. Donc, McDo, ce que j'aime bien, c'est que t'arrives et ça te demande ton lieu. En gros, où tu veux travailler et le poste que tu veux, tu vois. Et donc, t'arrives et tu mets où t'es, tu dis, je veux un poste à moins de 30 minutes à pied, à vélo, en bus de chez moi, et après, ils te réorganisent. Parce qu'en vrai, ce que les gens, ils veulent, ça, c'est, combien je vais gagner, où je vais travailler. Et puis eux, ils ont la possibilité d'avoir des centaines de sites en France, donc c'est top. Oui, exactement. Oui, ils peuvent faire ça parce qu'ils ils maillent le territoire français. Voilà, le EDR, si vous le faites, ça va être un peu plus compliqué. Nous, on a qu'un endroit. mais par contre, ce sont des choses hyper intéressantes. J'ai encore 43 questions. Vas-y. Donc on va faire un podcast de 3 heures, non je plaisante. Donc je vais en choisir forcément. Je vais être obligé de choisir. Et puis je vais aller sur une question d'Edouard Palu, directeur stratégie communication impact RSE chez Harmonie Habitat. Aujourd'hui, quelle éthique dans le recrutement? Ça c'est une question que j'ai trouvée intéressante, qui est pas simple. Et je sais que c'est des sujets qui sont importants aussi pour toi. Donc toi, qu'est-ce que tu répondrais à ce sujet, quoi? Moi, sur le sujet de l'éthique, le plus important, c'est la non-discrimination, à mon sens. Le fait de se dire que, en tant que recruteur, en tant que recruteuse, ma responsabilité, c'est de limiter la discrimination à l'embauche, sachant que l'embauche, c'est un des endroits où il y a beaucoup de discrimination. T'as l'embauche et le logement, c'est deux des grands trucs à la discrimination. Une des raisons pour lesquelles il y a tant de discrimination, c'est aussi parce qu'on fait un entretien en feeling. J'ai vu des études qui te montrent que, par exemple,
entre deux candidats, tu vois, entre Gérard et Karim, Karim, tu vas passer plus de temps, 50% du temps, à évaluer son fit culturel. Là où Gérard, en fait, tu vas passer même pas 10% du temps à évaluer son fit culturel. Résultat, même avec compétences égales, Karim aura passé la moitié de l'entretien à parler de fit culturel, et du coup, ça lui a enlevé toute une moitié pour démontrer ses compétences. Et donc, à compétences égales, tu t'en rendras même pas compte, puisqu'en fait, il aura pas eu l'occasion de démontrer. Donc, c'est fou parce que c'est un effet très, tu vois, très subtil. Personne le fait exprès de faire comme ça. Pareil, j'ai vu une autre étude qui montre que t'as tendance à favoriser les loisirs qui sont typiquement associés au CSP+. Tu vois, c'est pour ça d'ailleurs, intuitivement, on le sait. Moi, dans mon CV, il y avait marqué échec, jouer aux échecs. Ce qui est vrai, il n'y avait pas marqué rap. Je comprenais bien que c'est pas ça le loisir que les recruteurs valorisaient. Pareil, ma soeur a fait de la couture, il n'y a pas marqué couture dans son CV. Donc il y a ce truc de, tu vois bien qu'on ne fait pas exprès, mais on a la discrimination qui se cache de partout. Donc premièrement, moi, en termes d'éthique, c'est ça. C'est comment je fais pour avoir une évaluation de plus en plus objective. Et j'insiste sur le de plus en plus, parce que parfois les gens lisent le livre et me disent « Oh, ça y a beaucoup de choses, limite ça me fait culpabiliser de pas tout faire. » Non, il faut faire petit à petit. Tu vois, moi j'ai un proverbe que j'adore, c'est pour manger un éléphant, tu vas bouchée par bouchée. Voilà, pareil, tu vois, tu montes petit à petit, et j'adore la doctrine Excelsior. C'est toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin. Ce truc de « je vais m'améliorer », pas me comparer à d'autres gens. Peu importe le point où j'en suis aujourd'hui, je vais faire de moins en moins discriminant, tu vois. Pareil en termes d'éthique sur comment je fais pour garder un process où à la fois je continue à être rentable, parce qu'évidemment faut gagner de l'argent, et mais à la fois j'arrive à répondre à faire une expérience candidat, et donc à répondre à, pareil, pas tout le monde, de plus en plus de gens. Un jour, ça va être tout le monde à force de répondre de plus en plus de gens, tu vois. Te mettre dans l'esprit sinon tu demandes à Yago, quoi. Ouais, en termes d'éthique, de toujours t'améliorer et de pas te juger, parce qu'en fait, et de pas te comparer aux autres, parce qu'en fait, les autres, tu sais pas quel est leur cheminement, combien d'années ils ont mis. Tu vois, moi, je parle d'entretien structuré, mais avant d'y arriver, j'ai fait plein d'entretiens en feeling. Tu vois, j'ai eu 10 ans avant d'arriver à là. Donc, tu vois, il y a ce truc de pas te juger sur ce que font les autres et te dire, tu m'as dans mon métier, je recommande tout un tas de choses autour de l'expérience candidat et collaborateur à mes clients. Et quand j'ai commencé le recrutement, mais j'étais un recruteur qui était nul, voire même un gros connard de recruteur, parce que j'ai certainement fait de la discrimination. Voilà. Et mais par contre, oui, c'est pas s'améliorer par rapport aux autres, c'est s'améliorer par rapport à soi-même et d'y aller étape par étape et d'oser s'améliorer et d'oser avancer. Et puis définir tes valeurs. On parle d'éthique, chacun a des valeurs un peu personnelles. C'est toi définir tes valeurs, c'est quoi tes limites, qu'est-ce que t'es prêt à accepter et qu'est-ce qui fait que tu vas claquer la porte. Ok. Bon, j'avais des questions sur l'IA, on va les passer parce que sinon on va y passer la nuit. C'est quoi tes espoirs pour l'avenir du recrutement? C'est prendre un peu de hauteur. Mes espoirs, c'est que y ait plus d'entretiens objectifs. Ce truc de structure d'entretien, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. On en a pas beaucoup parlé, évidemment, mais dans le livre, vous avez un chapitre entier sur le sujet. Du coup, vraiment sur, comment on fait pour arrêter de chercher. J'ai vu une étude là qui disait que les recruteurs, et c'est écrit comme ça dans l'étude, cherchent des boy scouts. Et je trouve ça ouf parce que c'est vrai, les gens ils cherchent l'image qu'ils ont du genre idéal, quelqu'un qui est rigoureux, dynamique, extraverti, qui serre bien la main, qui sourit, mais c'est pas un profil qui est bon pour tous les postes, tu vois. Donc il y a ce truc de j'aimerais bien qu'on s'améliore là-dessus, et c'est de loin mon plus grand espoir parce qu'après le reste c'est ton combat. De toute façon, c'est clairement un combat. Ouais, c'est un vrai sujet pour toi. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? On est sur la dernière partie, Nicolas. Est-ce qu'il y a un sujet si, très clairement. C'est un sujet là que je suis en train de travailler. J'en ai parlé avec Coralie de Zenica. C'est, j'ai fait un livre pour les recruteurs, les recruteuses. Tout le monde me dit, et les managers. Personne me dit, et les responsables recrutement. Tu vois, c'est une cible en fait sur laquelle j'aimerais bien commencer à avoir du contenu qui est en vrai délaissé même par nous l'école de recrutement en vrai. Alors on a des choses, on a des événements pour les respos, mais je trouve que ça manque d'une vraie méthode quand tu deviens responsable recrutement. Et Coralie me disait qu'il y a un paradoxe, c'est quand tu deviens responsable recrutement, souvent comme dans beaucoup de métiers, on fait monter les gens qui étaient les meilleurs en prod. Donc les gens qui étaient les meilleurs recruteurs, mais c'est pas forcément les meilleurs managers. On est bien d'accord. Et du coup, comment tu fais quand t'es balancé? Schéma classique. Surtout qu'en plus au début, tu fais encore un peu de prod, souvent. Donc comment tu t'organises, comment tu fais, comment tu manages, voilà, c'est un sujet qui vraiment me passionne en ce moment sur qu'est-ce qu'on doit apprendre pour devenir responsable recrutement. Alors j'ai quelques pistes, je pense que dans les trucs à apprendre, il y a ce que Coralie me disait, se rendre compte que tout le monde pense pas comme toi.
Pas parce que tu as réussi à produire toi, qu'il faut dire à la personne, ok, fais comme moi, elle va y arriver. Donc déjà, réussir ça. Deuxième truc, c'est le regard change. Tu vois, les hiring managers, les clients autour de toi, les hiring managers autour de toi, ils savent que tu as un peu plus de pouvoir. Tu deviens un peu la maîtresse d'école, le maître d'école, et tu vois, il y a un peu plus de défiance qui va de leur part. Donc comment tu fais pour naviguer en interne, avoir des jeux de pouvoir, et pareil, comment tu fais pour protéger ton équipe de recruteurs et de recruteuses pour les rendre plus productifs. Donc ouais, j'ai pas encore vraiment fouillé ce sujet. Ah si, autre sujet qu'elle disait, hyper important, la négociation. Autant je disais que j'ai énormément réduit la partie négociation pour les recruteurs et recruteuses parce que c'est la négociation salariale, autant en vrai j'aimerais bien faire plus de contenu négociation de manière générale. J'ai beaucoup de trucs à dire là-dessus parce que j'avais déjà fait un cours entier de négociation dans sujet super intéressant. Ouais. Et donc je pense que je vais un peu développer ce sujet. Donc question à pas poser, mais à quand le livre pour les responsables recrutement? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment. Ok, très très cool. Je te propose de nous raconter une anecdote pro que tu n'as jamais racontée à personne. J'ai jamais raconté. C'est dur, je parle trop. Bah oui, je sais bien, mais je suis sûr que tu en as encore. Quelque chose qui est la plus drôle, la plus folle qui t'est arrivée depuis que t'es à l'école de recrutement. Que j'ai jamais raconté, mais je raconte tout. Qu'est-ce qui a pu m'arriver que j'ai pas raconté? Ou que t'as raconté à tes collègues, mais t'as pas raconté à un micro. Franchement, je raconte quasiment tout, pas à un micro, mais quasiment à l'écrit. Je raconte ma vie, c'est le problème, c'est que je raconte tout à tout le monde. Non, je peux raconter une anecdote que j'ai pas beaucoup raconté, que j'ai un peu raconté, mais pas beaucoup. Vas-y. C'est le moment où on a cru que ça allait s'arrêter, l'école de recrutement. Tu vois, on est avant le Covid. On est en pleine croissance et t'as les mêmes problèmes quand t'es en croissance, c'est que faut maîtriser à quel point tu recrutes des gens et à quel point ça je vois le sujet, t'as des coups derrière, donc faut réussir à équilibrer. On était un peu déséquilibrés et Laurent va me voir et il me dit en vrai c'est fini. Il a pas trop de doute, hein. Il me dit je sais pas comment je vais payer les salaires, c'est fini et je lui dis on est deux, toi j'étais un peu à l'époque son numéro 2 quoi, et je lui dis en vrai il faut qu'on parle, faut pas qu'on garde ça pour nous. Déjà, c'est pas la culture de l'EDR. Dans la culture de l'EDR, il y a dit des choses, transparence et tout. Et je pense qu'en fait, là, on a besoin faut que tout le monde soit au courant. Faut pas qu'on se dise, faut pas affoler les gens, on va leur dire. Et donc, on leur a dit, et Aurélien, à l'époque, disait, en fait, il y a forcément des gens dont c'est le métier d'accompagner les boîtes comme ça. Et donc, on a appelé quelqu'un dont c'est le métier de faire ça, qui nous a dit, en vrai, vous êtes pas tant dans la merde que ça. Parce que vous nous avez appelé très tôt. Laurent, en plus, c'est quelqu'un qui était très angoissé de l'argent. Donc, du coup, il a été inquiet beaucoup plus tôt. Et tant mieux. C'est tant mieux. Clairement, tant mieux en l'occurrence, du coup. Et du coup, il nous a dit, en fait, au moment où vous nous appelez, ça va. Et j'ai découvert un monde. J'ai découvert que tu pouvais ne pas payer des loyers. Que tu pouvais ne plus payer l'URSSAF. Tu vois, le truc, parce que souvent, nous, dans le grand public, on mélange sauvegarde, liquidation, c'est les mêmes mots pour nous. En fait, il y a plusieurs étapes. Et donc, je connais plus par cœur, mais à un moment, c'est le truc de, je crois, sauvegarde ou conciliation. Et du coup, l'État vient, il devient un négociateur et il dit aux gens qui te doivent de l'argent, ok, cette boîte te doit de l'argent, elle arrête de te payer pour le moment, et voilà un échelonnement, un plan de truc. Donc on commence ça, et le Covid arrive. Et là je me dis ok, c'est vraiment la fini, merde du coup. Et pendant le Covid, c'est passé un truc incroyable, c'est que le gouvernement décide de mettre en place une loi où en fait, à hauteur de 1 500 €, on rembourse toutes les formations. Des gens en chômage partiel. Mais oui, mais exact. Nous, on a une formation à distance. Donc, qui était à 2005, je crois, à l'époque. Et les gens ont le temps. Et les gens ont le temps. Et du coup, et surtout les recruteurs. Les recruteurs ont le temps. Tout le monde n'avait pas le temps parce qu'il y a des métiers quand même qui ont été beaucoup en tension. Mais votre cible, oui. Mais notre cible a le temps. Et du coup, on a fait un coup de poker. On a dit, ok, la formation, normalement, elle est à 2 500 €. Elle est à 1 500 € pour tous les gens qui veulent passer par le dispositif. Donc, elle est zéro. En vrai, elle est à 0 €. Pour vous, elle est 0, quoi. En vrai, elle est à 0 €. Et là, ça a été le volume a explosé. On a vendu en 3 mois ce qu'on vendait en une année habituellement. Et ça a largement sauvé la boîte. Donc, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'est vrai que le moment où Laurent me dit c'est fini, on va rendre les locaux, je sais pas comment payer les salaires, et je me rappelle du trajet de la loose. Tu vois, j'étais avec Nina d'ailleurs à l'époque, et je rentrais chez moi à pied, et c'était vraiment c'est comme dans les films, la musique, les violons et tout, la loose, je sais putain, mais c'est trop con. Et donc voilà, je suis content quelques années après de dire qu'on n'est pas mort et que. Et puis vous faites un super boulot, donc voilà, et super utile. En plus, ça c'est clair. Quelles sont les 1, 2, 3 personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast, soit qui soient en fonction RH recrutement, ou soit qui amènent une solution
pour faire en sorte que le métier de recruteur soit meilleur demain? Si tu l'as pas déjà fait, t'as Caroline Chavier. Ah non, je l'ai pas. Que tu peux, qui est sur l'inclusion. Parle beaucoup d'inclusion. Okay. T'as Christelle, que t'as cité tout à l'heure. Ouais, Christelle que je vais recevoir. Non, il y a Caroline fait. Okay. Je trouve que c'est fou, elle fait beaucoup de choses. Ok. Mais parfois, que les gens s'en rendent pas compte. Enfin, tu vois, moi, par exemple, je savais qu'elle faisait des choses, mais je sais pas forcément ce qu'elle fait à l'intérieur. Et j'ai parlé avec elle récemment. Je dis, ah ouais, mais il y a plein de trucs à faire savoir sur l'inclusion. Il y a ma collègue, Tania Okada. J'ai dit, c'est marrant d'avoir quelqu'un qui a un regard vraiment scientifique, tu vois, sur le recrutement. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Et voilà, je dirais ça sur les deux profils. Je suis en train de réfléchir sur, il y a, alors, je suis très mauvais. Cette question est une horreur pour moi parce que je suis très mauvais avec les prénoms. Donc, j'ai peur à chaque fois de charcuter les prénoms. Mais il y a Jérémy de chez Ex-Twinin. Je vais dire son nom exact. Je sors mon téléphone pour avoir mon LinkedIn. Mais c'est pas grave. Lui, ce qui est pas mal, j'ai parlé avec lui. Il a plein de chiffres hyper étonnants parce qu'il a monté, une solution pour avoir de la data en plus dans la caisse, tu vois. Ouais. Un peu ce que tu m'en as parlé, un truc qui ressemblait un peu tout à l'heure. Oui. Et lui, il a plein de data. Et à chaque fois, je lui dis, mais tu devrais trop en parler autour de toi. Et il n'en parle pas. Et en fait, je pense qu'il a plein de trucs à dire. Et lui, il a un podcast où il interviewe des gens. C'est donc Jérémy Duris. Okay. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'interviewent, lui. Okay. Alors, je pense qu'il a en vrai beaucoup de trucs à dire. Je vais regarder tout ça. C'est un bon client pour le coup. Ok, merci. À propos de podcast, t'en écoutes, toi? Alors, RH ou pas RH, d'ailleurs. T'as aussi des plaisirs perso, donc. Podcast. Est-ce que tu lis beaucoup? Ouais. Mais est-ce que tu consommes du podcast? J'écoute pas de podcast en tant que tel. J'ai beaucoup de Twitch. Ok. Je regarde beaucoup de Twitch. Après, en vrai, il y a des formats YouTube qui en vrai sont des podcasts. Oui, je regarde la vidéo, tu vois. Ouais. Donc, je consomme beaucoup de contenu, mais politique. Tu vois, des contenus de wokistes. Okay, totalement le contenu que je consomme. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander, un truc à regarder, à écouter là comme ça, j'ai pas, parce que j'écoute vraiment que des trucs politiques. Ok. C'est vraiment un sujet qui te passionne à côté, quoi. Ah oui, très clairement. Ok. Et ta newsletter d'ailleurs aussi. Et il y a ma newsletter. Ouais. J'en mettrai le lien parce que pour la lire, effectivement, t'as des prises de position. C'est pas l'objectif de l'échange, mais c'est vraiment intéressant en tout cas. Si on a besoin de te contacter, LinkedIn, tu réponds? Ouais, LinkedIn. Que LinkedIn, parce que je réponds pas à mes emails, m'envoyez pas des emails. Je suis en train de regarder. Genre, les gens voient pas, mais je suis en train de regarder mon YouTube pour des recommandations de contenu. J'ai que du catch. En ce moment, je ne regarde. En ce moment, je regarde que du catch. Je regarde que du catch. Le catch est redevenu cool, ces derniers temps, donc je ne regarde que des. Mais tu pratiques ou c'est? Non, je regarde. Je regarde, ça me fait beaucoup rire. C'est bon, ça. Le catch est du théâtre de combat, donc c'est marrant parce qu'il se bat pas pour de vrai, tout le monde le sait, mais c'est drôle comment ils mettent le storytelling. Même ça m'inspire moi pour mon métier, tu vois. Comment tu racontes une bonne histoire. Et il raconte des super bonnes histoires. Du coup, j'ai perdu ce que tu me demandais. Oui, si on veut contacter. Ouais, LinkedIn. Ouais, LinkedIn, tes mails. Ouais, les mails, c'est mort. J'ai des milliers de mails en attente. T'étais pas un bon client pour non, pour les emails, non. Ok. Bah écoute, Nicolas, un grand merci. Un grand merci pour l'accueil. Cet échange. Et désolé pour cette chaise qui a failli te tuer. Un accident du travail peut vite arriver. Bah écoute, un grand merci. Je mettrai tous les liens. Je peux que conseiller évidemment à tout le monde d'acheter le livre de Nicolas et au-delà de l'acheter, de le lire surtout. Ce sera encore plus intéressant. Yes, le recrutement ne s'improvise pas aux éditions Erol pour parler comme les journalistes. Ouais, mais on se reverra si un volume 2. Alors j'espère pas dans 4 ans. Ouais. En vrai, si, ça prend 4 ans. C'est long. Hein, j'espère qu'on se reverra avant, comme Nicolas. Ok. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.